J'ai failli mourir, tu sais, dit Nick. Tom et lui marchaient sur le trottoir désert. Le vent hurlait sans cesse, interminable fantôme de train filant dans le ciel noir, faisant d'étranges ululements au fond des ruelles. Ouh, aurait dit Tom éveillé, et il aurait pris ses jambes à son cou. Mais il n'était pas éveillé, pas exactement, et Nick était avec lui. La neige fondue lui donnait des petits baisers froids sur les joues. Ah bon dit Tom. Oh putain de putain. Nick éclata de rire. Sa voix était grave et chantante, une belle voix. Tom adorait l'écouter parler. Eh oui, reprit Nick, et tu as bien de raison de dire putain de putain. La grippe ne m'a pas eu, mais une petite égratignure à la jambe m'a fait presque crever. Regarde ça. Apparemment insensible au froid, Nick déboutonna son jean et le fit descendre jusqu'à ses pieds. Curieux, Tom se pencha, comme un petit garçon à qui l'on donne l'occasion de jeter un coup d'œil sur une verrue poilue ou sur une intéressante blessure. Et le long de la jambe de Nick, on voyait une vilaine plaie à peine cicatrisée. Elle commençait très haut, à l'intérieur de la cuisse, et descendait en tire-bouchon jusqu'au genou, puis à la moitié du mollet, où elle finissait par s'effacer. « Et c'est ça qui t'a presque tué ?» demanda Tom. Nick remonta son jean et rattacha sa ceinture. « Oui, ce n'était pas profond, mais la plaie s'est infectée. Une infection, c'est quand des microbes rentrent dedans. C'est parfois très dangereux, Tom. La supergrippe, c'était une infection qui a tué tout le monde. Et ceux qui ont fabriqué le microbe, ils avaient une infection eux aussi, mais une infection dans la tête. »« Ah bon, une infection » murmura Tom, fasciné. Il marchait à nouveau, flottant presque sur le trottoir. « Tom, tu as une infection en ce moment. »« Oh non, ne dis pas ça, Nick. Tu fais peur à Tom Cullen. Oh putain oui, tu lui fais peur. »« Je sais, Tom, je suis désolé, mais il faut que tu le saches. Il fait une pneumonie double, une maladie qui attaque ses 2 poumons. Il a dormi dehors pendant près de 15 jours, et il faut que tu fasses certaines choses pour lui. Et même comme ça, il va presque certainement mourir. Il faut y préparer. »« Oh non, il faut pas que... » »« Tom, dit Nick, en posant la main sur son épaule, mais Tom ne sentit rien, comme si la main de Nick n'était que de la fumée. « S'il meurt, toi et Kojak, vous devez continuer. Vous devez rentrer à Boulder pour leur dire que vous avez vu la main de Dieu dans le désert. Si c'est la volonté de Dieu, Stu viendra avec vous à son heure. Si c'est la volonté de Dieu que Stu meurt, alors il mourra, comme moi. »« Oh, Nick, s'il te plaît, suppliait Tom. « Je t'ai montré ma jambe pour une bonne raison. Il y a des pilules contre les infections, comme ici. » Tom regarda autour de lui et fut surpris de voir qu'ils n'étaient plus dans la rue. Ils étaient dans un magasin plongé dans le noir. Une pharmacie. Un fauteuil roulant était accroché au plafond comme un étrange cadavre mécanique. Une pancarte à droite de Tom annonçait « Article pour les énurétiques ». « Oui, monsieur, vous désirez ?» Tom se retourna. Nick était derrière le comptoir en blouse blanche. « Nick ?»« Certainement, monsieur, » répondit Nick, en alignant une série de petits flacons devant Tom. « Voici de la pénicilline, excellent contre la pneumonie. Ceci est de l'ampicilline, et ici nous avons de l'amoxicilline, excellent également. Voici de la véciline, administrée surtout aux enfants. Elle peut donner des résultats si les autres ne sont pas efficaces. Le malade devra boire beaucoup d'eau et du jus de fruits, mais la chose n'est peut-être pas possible. En ce cas, donnez-lui donc ceci. Ce sont des pastilles de vitamine C. Et il faut également le faire marcher. »« Mais je ne vais pas pouvoir me souvenir de tout ça, » gémit Tom. « J'ai bien peur d'être obligé de vous demander de faire un effort, monsieur, car il n'y a personne d'autre. Vous êtes seul. » Tom se mit à pleurer. Nick se pencha en avant. Son bras se précipitait sur lui. Il ne sentit pas le coup. À nouveau, Nick était comme de la fumée qui passait à côté de lui, peut-être même à travers lui, mais Tom sentit sa tête basculer en arrière quand même, et quelque chose dans sa tête parut se briser. « Arrête ça, Tom! Tu ne peux plus être un bébé! Sois un homme! Pour l'amour de Dieu, sois un homme !» Tom regarda Nick, la main sur la joue, les yeux écarquillés. « Fais-le marcher, dit Nick. Fais-le marcher sur sa bonne jambe, traîne-le s'il le faut, mais ne le laisse pas coucher sur le dos, sinon il va se noyer. »« Il a changé, disait Tom. Il crie à des gens qui sont pas là. »« C'est qu'il délire, dit Nick, mais fais-le marcher quand même, autant que tu peux, et fais-lui prendre de la pénicilline. Un comprimé à la fois, donne-lui de l'aspirine et tiens-le au chaud. Et prie.
Voilà ce que tu peux faire. Bon, d'accord, Nick. Je vais essayer d'être un homme. Je vais essayer de me souvenir. Mais j'aimerais bien que tu sois là. Oh putain, oui. Fais de ton mieux, Tom. C'est tout. Mais Nick n'était plus là. Tom se réveilla et se retrouva debout dans la pharmacie déserte devant le comptoir. 4 flacons remplis de capsules étaient alignés sur la table de verre. Tom les regarda un long moment, puis les mit dans un sac. Tom revint à 4 heures du matin, les épaules poudrées de givre. Dehors, le jour commençait à percer, et l'on voyait une mince ligne de lumière à l'est. Kojak se répandit en aboiements frénétiques de bienvenue. Stu gémit et se réveilla. Tom s'agenouilla à côté de lui. « Stu ?»« Oh, Tom, j'ai du mal à respirer. »« J'ai des médicaments, Nick m'a montré. Tu prends ça et l'infection s'en va. Et prends-en un tout de suite. » Du sac qu'il avait apporté avec lui, Tom sortit les 4 flacons de capsules et une grande bouteille de jus d'orange. Nick s'était trompé à propos du jus de fruits. Il y en avait en abondance au supermarché de Green River. Stu approcha les flacons tout près de ses yeux. « Mais Tom, où as-tu trouvé tout ça ?»« À la pharmacie. C'est Nick qui me les a donnés. »« Non, Tom, la vérité. »« Mais c'est la vérité. Tu dois d'abord prendre la pénicilline pour voir si ça marche. »« Mais c'est lequel, la pénicilline ?»« C'est celui-là, dis-tu. »« Mais, Tom... »« Non, non, tu dois les prendre. C'est Nick qui l'a dit. Et tu dois marcher. »« Mais je ne peux pas marcher, dis-tu. J'ai la jambe foutue. Je suis malade. » Stu avait pris une voix geignarde, une voix de malade grognon dans sa chambre. « Mais il faut, ou bien je vais te traîner. » Stu perdit le contact ténu qu'il gardait avec la réalité. Tom glissa une capsule de pénicilline dans sa bouche et Stu l'avala mécaniquement quand il lui fit boire du jus d'orange. Stu se mit à tousser, à fendre l'âme, et Tom prit sur lui de lui donner de grandes tapes dans le dos, comme à un bébé qui ne veut pas faire son rot. Puis il força Stu à se mettre debout sur sa bonne jambe et commença à le traîner d'un bout à l'autre de la réception, tandis que Kojak les suivait avec un air inquiet. « S'il te plaît, Dieu, s'il te plaît, Dieu !»« Je sais où je peux lui trouver une planche à laver, Glenn, » hurla Stu tout à coup. « Dans le magasin d'instruments de musique, j'en ai vu une en vitrine. »« S'il te plaît, Dieu !» continuait Tom d'une voix haletante. La tête de Stu roula sur son épaule, chaude comme un four. Sa jambe cassée traînait derrière, inutile. Boulder n'avait jamais semblé aussi loin que ce lugubre matin. Le combat de Stu contre la pneumonie dura 2 semaines. Il but des litres et des litres de jus d'orange, du jus de tomate, du jus de raisin, puis du jus de pomme. Mais ce n'est que rarement qu'il sut qu'il buvait. Son urine était acide et sentait fort. Il se mouillait comme un bébé. Et comme ceux d'un bébé, ses excréments étaient jaunes et liquides, parfaitement impossibles à retenir. Tom le nettoyait. Tom le traînait dans la réception de l'Utah Hotel, et Tom attendait la nuit où il se réveillerait, non pas parce que Stu délirerait dans son sommeil, mais parce que sa respiration laborieuse se serait finalement arrêtée. La pénicilline provoqua une vilaine éruption rouge au bout de 2 jours, et Tom passa à l'ampicilline. Ce fut mieux. Le 7 octobre, Tom se réveilla le matin pour trouver Stu dormant d'un sommeil plus profond qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. Son corps était trempé de sueur, mais son front était frais. La fièvre avait baissé durant la nuit. Pendant les 2 jours qui suivirent, Stu ne fit pratiquement que dormir. Tom devait se battre pour le réveiller, le temps de prendre ses capsules et des morceaux de sucre chippés au restaurant de l'hôtel. Stu fit une rechute le 11 octobre, et Tom eut terriblement peur que ce soit la fin. Mais la fièvre ne monta pas autant, et sa respiration ne fut jamais aussi épaisse et laborieuse qu'elle l'avait été ces terribles matins du 5 et du 6. Le 13 octobre, Tom, qui somnolait dans un fauteuil, abruti de fatigue, se réveilla pour trouver Stu debout, qui regardait autour de lui. « Tom, murmura-t-il, je suis vivant. »« Oui » s'exclama Tom joyeusement. « Oh putain, oui !»« Et j'ai faim, dit Stu. Est-ce que tu pourrais trouver une boîte de soupe quelque part ? Et des nouilles, peut-être. » Le 18, il avait commencé à retrouver ses forces. Il pouvait se promener 5 bonnes minutes dans la réception en s'aidant des béquilles que Tom lui avait rapportées de la pharmacie. Sa jambe cassée le démangeait furieusement, maintenant que les os commençaient à se ressouder.
Le 20 octobre, il sortit pour la première fois, dans un épais caleçon long, gilet de flanelle assorti, emmitouflé dans un énorme manteau en peau de mouton. La journée était chaude et ensoleillée, mais le fond de l'air restait frais. À Boulder, c'était peut-être encore la mi-automne, l'époque où les trembles resplendissaient de leurs ors. Mais ici, l'hiver était si proche qu'on l'aurait cru à portée de la main. On pouvait même voir de petites plaques de neige glacées, granuleuses, dans les endroits ombragés où le soleil ne parvenait jamais. « Je ne sais pas, Tom, dis-tu. Je pense que nous pouvons aller jusqu'à Grand Junction, mais après ça, je ne sais vraiment pas. Il va y avoir beaucoup de neige dans les montagnes, et je n'ose pas bouger avant quelque temps, de toute façon. Je dois reprendre des forces. Et combien de temps ça va te prendre pour que tu les retrouves, toutes ces forces-là? Je ne sais pas, Tom. On verra bien. Stu était résolu à ne pas avancer trop vite, à ne pas forcer. Il avait frôlé la mort d'assez près pour vouloir profiter maintenant de sa convalescence. Ils déménagèrent de la réception pour s'installer dans 2 chambres communicantes au fond du couloir du rez-de-chaussée. La chambre d'en face allait être pour quelque temps la niche de Kojak. La jambe de Stu était effectivement en train de se réparer, mais comme les fractures n'avaient pas été convenablement réduites, elle ne serait jamais aussi droite qu'avant, à moins que George Richardson ne la recasse pour tout remettre en place. De toute façon, il allait certainement boiter quand il laisserait tomber ses béquilles. Tant pis. Il se remit au travail, essayant de redonner du tonus à ses muscles. Il allait sûrement falloir du temps pour que sa jambe retrouve ne serait-ce que 75% de son efficacité, mais apparemment, il allait avoir tout l'hiver pour l'exercer. Le 28 octobre, Green River disparaissait sous près de 15 centimètres de neige. « Si on se décide pas rapidement, dis-tu à Tom, tandis qu'il regardait tomber la neige, nous sommes partis pour passer tout l'hiver ici. » Le lendemain, ils se rendirent avec la Plymouth jusqu'à la station-service à la sortie de la ville. S'arrêtant souvent pour souffler, demandant l'aide de Tom quand il fallait de la force, il remplaça les pneus arrière, qui avaient autant d'adhérence que des savonnettes, par des pneus à crampons. Stu pensa changer de véhicule pour faire la route en 4x4, mais il avait finalement décidé, parfaitement irrationnellement, de ne pas changer de monture, puisque celle-ci leur avait porté chance jusque-là. Tom acheva de la préparer en chargeant 4 sacs de sable de 25 kilos dans le coffre de la voiture. Et ils sortirent de Grand River la veille de la Toussaint en direction de l'Est. Ils arrivèrent à Grand Junction le 2 novembre à midi, juste à temps, car ils n'auraient pas eu plus de 3 heures encore devant eux. Le ciel avait été d'un gris de plomb toute la matinée, et au moment où ils débouchèrent sur la grande rue, les premiers flocons de neige commencèrent à tomber sur le capot de la voiture. Mais cette fois, c'était sérieux. Le ciel promettait une vraie tempête. « Choisis ton endroit, dis-tu. Nous risquons de rester ici un bon bout de temps. »« Oh, ici, l'hôtel avec une étoile, » dit Tom. L'hôtel avec une étoile était le Grand Junction Holiday Inn. « Bon, d'accord, dis-tu. Allons-y pour le Holiday Inn. » Il se gara et arrêta le moteur de la voiture, qui, à sa connaissance, n'allait plus jamais tourner. À 2 heures de l'après-midi, les flocons clairsemés s'étaient transformés en un épais rideau blanc qui tombait inlassablement sans un bruit. À 4 heures, le vent léger s'était transformé en une véritable bourrasque qui balayait la neige, l'empilant en congère à une vitesse presque hallucinante. Il neigea toute la nuit. Et quand Stu et Tom se levèrent le lendemain matin, ils découvrirent Kojak assis devant les grandes portes doubles de la réception, regardant dehors un monde blanc complètement paralysé. Rien ne bougeait, à l'exception d'un seul jet bleu qui se promenait sur le store en lambeaux d'un magasin de l'autre côté de la rue. « Ça a l'air pipopette » bafouilla Tom. « Oh, ça c'est de la neige, pour sûr !» Stu hocha la tête. « Et comment qu'on va rentrer à Boulder là-dedans ?»« Oh, il va falloir attendre le printemps, » dit Stu. « Quoi ?» Tom avait l'air affreusement déçu, et Stu prit le grand garçon par les épaules. « On va voir le temps passer, » dit Stu. Mais même ainsi, il n'était pas sûr que Tom et lui puissent attendre aussi longtemps. Stu gémissait et haletait dans le noir depuis quelque temps. Finalement, il poussa un cri assez fort pour se réveiller. Et quand il sortit de son rêve, il était dans sa chambre d'hôtel au Holiday Inn, dressé sur les coudes, les yeux écarquillés, regardant dans le vide. Il poussa un long soupir, chercha à tâtons la lampe sur la table de chevet et actionna 2 fois l'interrupteur avant de se souvenir. C'était drôle, comme le souvenir de l'électricité refusait de s'éteindre. Il trouva sa lampe de poche par terre et l'alluma. Quand ce fut fait, il se servit du pot de chambre, puis il s'assit devant le bureau, regarda sa montre et vit qu'il était 3h15 du matin. Ce rêve encore, Franny, un cauchemar.
Toujours le même. Franny qui souffrait, le visage baigné de sueur, Richardson entre ses cuisses et Laurie Constable debout à côté de lui pour l'aider. Les pieds de Fran reposaient sur des supports d'acier inoxydable. « Allez, pousse, Franny, pousse fort. Oui, c'est bien, très bien. » Mais à voir les yeux de George au-dessus de son masque, Stu savait que ça n'allait pas du tout. Quelque chose n'allait pas. Laurie essuyait le visage de Franny, écartait les cheveux qui recouvraient son front. Accouchement par le siège? Mais qui avait dit ça? Une voix sinistre, désincarnée, grave et traînante, comme une voix d'un 45 tours que l'on fait tourner à 33. Naissance par le siège. Et la voix de George. « Tu ferais mieux d'appeler Dick. Dis-lui que nous allons peut-être devoir. » La voix de Laurie. « Docteur, elle perd beaucoup de sang. » Stu alluma une cigarette. Elle n'avait aucun goût, mais après ce rêve, elle lui fit tout de même du bien. Un rêve d'anxiété, c'est tout. Tu as cette idée typiquement macho que les choses tournent mal si tu n'es pas là. Alors remets tout ça dans ta poche, Stu, et ton mouchoir par-dessus. Elle va bien. Tous les rêves ne se réalisent pas. Mais trop de rêves s'étaient réalisés depuis 6 mois, et l'impression qu'on lui faisait entrevoir l'avenir dans ce cauchemar où il revoyait sans cesse l'accouchement de Fran refusait de le quitter. Il écrasa sa cigarette sans en avoir fumé la moitié et regarda fixement sa lampe. On était le 29 novembre, ils étaient prisonniers dans le Holiday Inn de Grand Junction depuis près de 4 semaines. Le temps avait passé lentement, mais ils avaient réussi à se tenir occupés avec une ville entière à piller pour se distraire. Stu avait trouvé une génératrice Honda dans un magasin. Tom et lui l'avaient ramenée au Palais des Congrès, en face de l'hôtel, en l'installant avec un palan à chaîne sur un traîneau tiré par 2 motoneiges. Méthode qui, somme toute, n'était pas tellement différente de celle que la poubelle avait utilisée pour apporter son dernier cadeau à Randall Flagg. « Qu'est-ce que tu veux faire avec » demanda Tom. « Amener l'électricité au motel ?»« Oh non, répondit Stu, elle est trop petite pour ça. »« Alors quoi ?» Tom dansait d'impatience. « Tu verras bien, dit Stu. » Ils installèrent la génératrice dans l'armoire électrique du Palais des Congrès, et Tom l'oublia bientôt, ce qui était exactement ce que Stu espérait. Le lendemain, Stu se rendit en motoneige au Cinéplex de Grand Junction, et toujours avec l'aide du palan et du traîneau, il descendit un vieux projecteur 35 mm par la fenêtre du premier étage qui donnait sur le débarras où Stu avait découvert la machine au cours d'un de ses voyages d'exploration. On l'avait enveloppée dans du plastique, puis oubliée là, à en juger par la couche de poussière qui la recouvrait. Même si sa jambe allait beaucoup mieux, il lui avait fallu près de 3 heures pour déplacer le projecteur de l'entrée du Palais des Congrès jusqu'au centre de la salle. Il s'attendait à voir Tom apparaître d'un moment à l'autre. Bien sûr, s'il était venu donner un coup de main, le travail aurait avancé plus vite, mais il n'y aurait plus eu de surprise. Tom vaquait à ses propres affaires, et Stu ne le vit pas de la journée. Lorsqu'il rentra à l'hôtel vers 5 heures, les joues comme des pommes d'api, une écharpe autour du cou, la surprise était prête. Stu avait apporté les 6 films qu'on jouait au Cinéplex. « Viens avec moi au Palais des Congrès, dit Stu d'un air détaché quand ils eurent terminé de dîner. « Pour faire quoi ?»« Tu vas bien voir. » Une rue à traverser, et ils étaient rendus. À l'entrée, Stu tendit à Tom une boîte de pop-corn. « Et c'est pourquoi, ça ?»« On peut pas regarder un film sans pop-corn, gros bêta, dit Stu. »« Un film ?»« Oui, évidemment. » Tom se précipita dans la salle. Il vit le gros projecteur déjà installé, le film monté. Il vit le grand écran abaissé, et il vit 2 chaises pliantes au milieu de l'énorme salle vide. « Ouch !» murmura-t-il, et rien n'aurait pu mieux récompenser Stu de sa peine que son expression d'émerveillement. « J'ai travaillé 3 étés au drive-in de Bantry, expliqua Stu. J'espère que je sais encore réparer si le film casse. »« Ouch !» fit encore Tom. « Il va falloir attendre un peu entre les bobines. J'allais quand même pas me coltiner une 2e machine. » Stu enjamba les chevaux de fil qui reliaient le projecteur à la génératrice Honda installée dans le placard électrique, puis il tira la poignée noire du démarreur. La génératrice commença à tourner joyeusement. Stu referma de son mieux la porte du placard pour assourdir le bruit du moteur, et il éteignit toutes les lumières. 5 minutes plus tard, ils étaient assis côte à côte et regardaient Sylvester Stallone tuer des centaines de trafiquants de drogue dans Rambo 4. La bande sonore leur arrivait en Dolby par les 16 haut-parleurs du Palais des Congrès, parfois si fort qu'il en devenait difficile de suivre le dialogue, assez mince il est vrai, mais tous les deux adorèrent le spectacle.
Et maintenant, Stu souriait en repensant à cette soirée. Si quelqu'un l'avait vu faire, il l'aurait sans doute trouvé idiot. Pourquoi ne pas brancher un magnétoscope sur une génératrice beaucoup plus petite et regarder des centaines de films sans même sortir de l'hôtel? Mais pour lui, un film regardé à la télévision n'avait jamais été la vraie chose. Pourtant, ce n'était pas exactement l'explication non plus. L'explication, c'était tout simplement qu'il avait du temps à tuer, et que certains jours, ce temps-là avait vraiment la vie dure. Le deuxième film était une nouvelle version de l'une des dernières bandes dessinées de Disney, Oliver et compagnie, jamais sortie sur vidéocassette. Tom ne se lassait pas de le regarder, riant comme un enfant aux pitreries d'Oliver, d'Arthur Dogger et de Fagin qui habitaient une péniche à New York et dormaient dans un fauteuil d'avion. Mais il n'y avait pas que le cinéma. Stu avait construit plus de 20 modèles réduits de voitures, dont une Rolls-Royce de 240 pièces qui se vendait 75 $ avant la super grippe. Tom avait aménagé un étrange mais saisissant décor qui couvrait la moitié du parquet de la salle de bal de l'hôtel, prenant pour matière première du papier journal, de la colle, du plâtre et des colorants alimentaires. Il l'avait baptisé base lunaire Alpha. Oh oui, il s'était occupé. Mais est-ce que tu penses c'est complètement fou, mon vieux? Et il fléchit la jambe. Elle allait mieux qu'il ne l'aurait jamais espéré, en partie grâce à la salle de conditionnement physique de l'hôtel. Elle était encore très raide et lui faisait un peu mal, mais il pouvait boitiller sans ses béquilles. Elles avaient bien travaillé, qu'elle se repose maintenant. Stu était sûr de pouvoir montrer à Tom comment piloter une de ces motoneiges qui sommeillaient dans presque tous les garages de la ville. 30 km par jour, un abri de plastique, de gros sacs de couchage, une bonne provision de concentré lyophilisé, et voyons donc. Et quand une avalanche vous tombera dessus dans un col, vous n'aurez qu'à lui faire peur avec un sachet de carottes lyophilisées pour qu'elle s'en aille ailleurs. C'est complètement dingue. Mais pourtant, il écrasa sa cigarette et éteignit sa lampe. Mais il attendit longtemps le sommeil. Tom, tu as vraiment très envie de rentrer à Boulder? Demanda-t-il, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Pour voir Fran, Dick et Sandy? Oh putain oui! Est-ce que tu crois qu'ils ont donné ma petite maison à un autre? Oh non, certainement pas, dit Stu. Écoute, est-ce que tu serais prêt à prendre des risques? Tom le regarda, étonné. Stu allait essayer de mieux lui expliquer, quand Tom lui répondit. Oh putain, mais il y a toujours des risques, non? Et la décision fut ainsi prise, sans autre forme de procès. Ils partirent de Grand Junction le dernier jour du mois de novembre. Il ne fut pas nécessaire d'enseigner à Tom les rudiments de la conduite en motoneige. Stu se trouva une monstrueuse machine dans le hangar des ponts et chaussées du Colorado, à moins d'1 kilomètre de l'hôtel. Elle était dotée d'un moteur très puissant et d'un carénage qui coupait le vent. Mais surtout, un grand compartiment de chargement avait été aménagé à l'arrière, sans doute pour transporter du matériel de secours. Le compartiment était suffisamment spacieux pour loger confortablement un chien de bonne taille, et ce n'étaient pas les magasins de sport d'hiver qui manquaient en ville, si bien qu'ils n'eurent aucune difficulté à s'équiper pour le voyage, même si la super grippe avait frappé au début de l'été. Ils se munirent donc d'un abri de plastique ultra léger, de sacs de couchage épais, d'une paire de skis de fond chacun, bien que l'idée d'enseigner à Tom le ski de fond glaça le sang de Stu, plus un gros réchaud à gaz Coleman, des lampes, des bonbonnes de gaz et des piles de rechange, des concentrés lyophilisés et un gros fusil Garand équipé d'une lunette. À 2 heures, le premier jour, Stu comprit qu'il avait eu tort de craindre de mourir de faim s'il se trouvait bloqué quelque part. La forêt grouillait de gibier. Il n'en avait jamais vu autant de toute sa vie. Plus tard, dans l'après-midi, il abattit un cerf, son premier depuis qu'il avait 15 ans, depuis ce jour où il avait fait l'école buissonnière pour aller chasser avec son oncle Dale. Ils avaient abattu un cerf, qui était en fait une biche éthique et coriace, dont la chair avait un goût amer et sauvage. Parce qu'elle mangeait des orties, avait expliqué l'oncle Dale. Celui-ci était un mâle, solidement bâti, large de poitrail. Mais l'hiver venait juste de commencer, se dis-tu, en dépeçant la bête avec un grand couteau. La nature avait sa manière à elle de régler les problèmes de surpopulation. Tom fit un feu, pendant que Stu découpait le cerf de son mieux, tachant de sang les manches de son anorak, qui en furent bientôt raides et gluantes. Quand il eut fini, il faisait noir depuis 3 heures déjà, et sa jambe chantait l'Ave Maria. Le cerf qu'il avait tué avec son oncle Dale avait atterri chez Shohei, un vieil homme qui habitait dans une cabane juste à la sortie de Bentry. Il avait découpé le cerf pour 3 $ et 5 kilos de viande. « J'aurais bien aimé que le vieux Shohei soit avec nous ce soir, » dit Stu en soupirant.
Qui ça demanda Tom, qui dormait presque. Oh, personne, Tom. Je parlais tout seul. Mais l'effort valait la peine. La venaison était succulente. Lorsqu'ils en eurent mangé leur comptant, Stu fit encore cuire une quinzaine de kilos qu'il rangea dans l'un des petits compartiments de la motoneige des ponts et chaussées. Cette première journée, ils ne firent que 25 kilomètres. Durant la nuit, il fit un autre rêve. Il était de nouveau dans la salle d'accouchement. Il y avait du sang partout. Les manches de sa blouse blanche étaient trempées de sang, raide et gluante. Le drap qui recouvrait Franny était complètement inondé, et elle hurlait. « Ça vient !» haletait Georges. « Oui, ça y est, Franny, il va sortir. Allez, pousse, pousse !» Et il sortit. Il sortit dans un dernier flot de sang. Georges dégagea le bébé en le saisissant par les hanches, puisqu'il s'était présenté par le siège. Laurie se mit à hurler. Des instruments d'acier inoxydable volèrent dans tous les sens. Car c'était un loup dont le visage humain arborait un furieux sourire grimaçant, son visage. C'était Flag. Flag qui était revenu, qui n'était pas mort encore, et qui marchait encore de par le monde. Franny avait donné naissance à Randall Flag. Stu se réveilla, le bruit de sa respiration haletante remplissant ses oreilles. Avait-il crié? Tom dormait toujours, si bien pelotonné dans son sac de couchage qu'on ne voyait que sa tignasse. Kojak était couché en boule à côté de Stu. Tout allait bien, ce n'était qu'un rêve. Mais un hurlement solitaire monta dans la nuit. Ulula, carillon argentin d'horreur et de désespoir. Le hurlement d'un loup, ou peut-être le cri du fantôme d'un tueur. Kojak leva la tête. Stu sentit qu'il avait la chair de poule sur les bras, les cuisses et le ventre. Le hurlement ne revint pas. Stu se rendormit, et au matin, ils firent leurs bagages et repartirent. Ce fut Tom qui remarqua que les viscères du cerf avaient disparu. Il y avait des traces autour de l'endroit où il les avait laissées. Le sang de la bête faisait maintenant une tache rosâtre sur la neige, mais c'était tout. 5 jours de beau temps leur permirent d'arriver à Rifle. Le lendemain matin, quand ils se réveillèrent, la ville était prise dans le blizzard. Stu dit qu'il ferait mieux d'attendre là, et ils s'installèrent dans un motel. Tom tint ouvertes les portes qui donnaient dans la réception, et Stu fit une entrée triomphale en motoneige. Comme il expliqua à Tom, c'était plus pratique pour décharger. Naturellement, la grosse chenille de la machine brouta un peu l'épaisse moquette. Et il neigea pendant 3 jours. Quand ils se réveillèrent le 10 décembre, et qu'ils sortirent après s'être creusé un tunnel à travers la neige, le soleil brillait, et la température n'était pas loin du point de congélation. La neige était beaucoup plus profonde à présent, et il était devenu difficile de suivre les virages de la Nationale 70. Mais en cette belle journée ensoleillée, ce n'était pas de suivre la route qui inquiétait Stu. Tard dans l'après-midi, quand les ombres bleutées commencèrent à s'allonger, Stu réduisit les gaz, puis arrêta le moteur de la motoneige, tendant l'oreille, semblant écouter de tout son corps. « Qu'est-ce que c'est, Stu? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais Tom venait d'entendre lui aussi un grondement sourd sur leur gauche à l'avant. Il grandit, devint aussi fort que celui d'un train passant à toute vitesse, puis s'évanouit. Et ce fut à nouveau le silence. « Stu !»« Oh, ne t'en fais pas, » répondit Stu. « Je vais me faire du souci pour nous deux, ça suffit bien. » Le temps continuait d'être doux. Le 13 décembre, ils étaient presque arrivés à Shoshone et ils escaladaient encore les Rocheuses. Pour eux, le point culminant qu'ils devraient atteindre avant de commencer à descendre serait le col Loveland. À maintes et maintes reprises, ils entendirent le grondement sourd des avalanches, parfois très loin, parfois si près qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de regarder et d'attendre, d'espérer que ces grandes nappes blanches de mort ne viendraient pas effacer le ciel. Le 12, l'une d'elles engloutit un endroit où ils étaient passés une demi-heure plus tôt, enterrant les traces de la motoneige sous des tonnes de neige compacte. Stu craignait de plus en plus que les vibrations causées par le bruit du moteur ne finissent par les tuer en déclenchant une avalanche qui les enterrerait en un rien de temps sous 10 mètres de neige. Mais il n'y avait rien à faire, si ce n'est continuer et espérer. Puis la température baissa et la menace se fit beaucoup moins présente. Il y eut une autre tempête de neige et ils durent s'arrêter 2 jours. Ils finirent par sortir et reprirent leur route. Les loups se mirent à hurler la nuit. Parfois ils étaient loin, parfois si près qu'ils semblaient juste derrière l'abri de plastique. Kojak bondissait alors sur ses pieds, grognait sourdement, tendu comme un ressort d'acier. Mais la température restait glaciale, et la fréquence des avalanches diminua, ce qui ne les empêcha pas d'avoir une autre chaude alerte le 18.
Le 22 décembre, à la sortie d'Avon, Stu sortit de la route sans le vouloir. Un instant plus tôt, ils avançaient tranquillement à 15 km/h, projetant derrière eux des nuages de neige. Tom venait de lui montrer du doigt un petit village en contrebas, silencieux comme une photographie des années 80, avec son clocher blanc, ses congères immaculées qui montaient jusqu'au toit. L'instant d'après, le capot de la motoneige basculait dans le vide. « Oh, bordel de... » commença Stu, mais il n'eut pas le temps d'en dire plus. La motoneige piqua du nez. Stu coupa les gaz, mais trop tard. Il eut la curieuse impression de ne plus rien peser, comme lorsqu'on vient de quitter le plongeoir et que l'attraction de la gravité équilibre exactement l'élan vers le haut que vous vous êtes donné. Ils furent catapultés hors de la machine. Stu perdut de vue Tom et Kojak. La neige froide lui montait jusqu'au nez. Lorsqu'il ouvrit la bouche pour crier, elle s'engouffra dans sa gorge, se coula dans son dos. Et il tombait, il culbutait, et finalement il s'arrêta au milieu d'un épais édredon de neige. Il remonta, ramant avec ses bras comme un nageur, crachant le feu de sa gorge brûlée par la neige. « Tom !» hurlait-il. Curieusement, sous cet angle, il pouvait voir très clairement le remblai de la route et l'endroit où ils étaient sortis, provoquant une petite avalanche. L'arrière de la machine émergeait de la neige à une quinzaine de mètres en dessous de la route, comme une grosse bouée orange. Étrange, comme ces images d'eau persistaient. Mais justement, Tom était-il en train de se noyer ? « Tom ! Tommy !» Kojak sortit de quelque part, comme un diable de sa boîte, saupoudré de sucre glace de la proue à la poupe, fendant la neige pour rejoindre Stu. « Ah, Kojak !» lui cria Stu. « Cherche Tom ! Allez, cherche !» Kojak aboya et pataugea dans la neige pour faire demi-tour. Puis il se dirigea vers un endroit où la neige était labourée et il aboya à nouveau. Hannant, trébuchant, avalant de la neige à pleine bouche, Stu le rejoignit et se mit à chercher autour de lui. Sous son gant, il sentit l'anorak de Tom et commença à tirer furieusement. Tom remonta à la surface, hors d'haleine, et tous les deux tombèrent à la renverse sur la neige. « Oh, ma gorge, ça brûle! Oh, putain, putain, oui !»« Oh, c'est le froid, Tom, ça va s'arranger. »« Je pouvais pas respirer. »« Mais c'est fini maintenant, Tom, tout ira bien. » Assis sur la neige, ils reprenaient leur souffle. Stu prit Tom par les épaules. Le pauvre tremblait comme une feuille. Et plus loin, de plus en plus fort, puis diminuant à nouveau, le grondement froid d'une autre avalanche. Il leur fallut le reste de la journée pour faire le kilomètre qui les séparait de la ville d'Avon. Pas question de récupérer la motoneige et le matériel, la pente était beaucoup trop raide. Elle resterait donc là, au moins jusqu'à l'été, peut-être même pour toujours, si les choses continuaient ainsi. Il faisait nuit depuis une demi-heure quand ils arrivèrent en ville, trop fatigués et trop frigorifiés pour penser à autre chose que faire un feu et trouver un endroit pas trop froid pour dormir. Ce fut une nuit sans rêve, une nuit plongée dans le noir total de l'épuisement absolu. Au matin, ils s'occupèrent de se rééquiper, opération beaucoup plus complexe dans la petite ville d'Avon. Et à nouveau, Stu pensa s'arrêter ici pour passer l'hiver. S'il disait qu'il le fallait, Tom ne poserait pas de questions. N'avait-il pas eu hier la démonstration parfaite de ce qui arrive aux gens qui jouent avec le feu, ou avec la neige ? Mais il finit par écarter cette idée. Le bébé devait naître au début du mois de janvier, et il voulait être là. Il voulait voir de ses propres yeux que tout irait bien. Il y avait un concessionnaire John Deere au bout de la courte grande rue d'Avon. Dans le garage qui se trouvait derrière, ils découvrirent 2 motoneiges d'occasion. Aucune n'était de la classe de la grosse machine des ponts et chaussées que Stu avait envoyée dans le décor, mais l'une d'elles était équipée d'une chenille surdimensionnée. Stu pensa qu'elle ferait l'affaire. Ils ne purent se procurer de concentré lyophilisé et durent se contenter de boîtes de conserve. La fin de la journée fut consacrée à fouiller les maisons pour y chercher du matériel de camping, travail que ni l'un ni l'autre n'aimèrent beaucoup. Les victimes de l'épidémie étaient partout, transformées en momies de la période glaciaire. Ils finirent par trouver à peu près tout ce qui leur manquait dans une grande pension de famille, un peu à l'écart de la grande rue. Avant que n'arrive la super grippe, elle s'était apparemment remplie de jeunes gens venus au Colorado pour faire toutes ces choses dont John Denver parlait dans ses chansons. De fait, Tom avait déniché un grand sac à ordures en plastique vert sous l'escalier, un sac rempli d'une version très puissante de l'ivresse des Rocheuses. « Qu'est-ce que c'est ? C'est du tabac, Stu ?»« Certains devaient le croire, » répondit Stu avec un grand sourire. « C'est de la marijuana, Tom. Tu ferais mieux de laisser ça où tu l'as pris. » Ils chargèrent la motoneige.
Provisions, sacs de couchage, abris en plastique. Et quand ils eurent terminé, les premières étoiles s'allumaient déjà dans le ciel, et ils décidèrent de passer encore une nuit à Avon. Tandis qu'ils revenaient lentement sur la neige dure jusqu'à la maison où ils s'étaient installés, Stu se souvint tout à coup. On allait être le 24 décembre le lendemain. Il avait peine à croire que le temps avait passé si vite, mais la preuve était là, devant lui, sur le cadran de sa montre à calendrier. Ils étaient partis de Grand Junction depuis plus de 3 semaines, et ils arrivèrent finalement à la maison. Toi et Kojak, entrez et faites du feu en m'attendant. J'ai une petite course à faire. »« Quelle course ?» demanda Tom. Une surprise. »« Oh, une surprise ? Je vais savoir quoi ?»« Oui. Mais quand ?» demanda Tom, avec des yeux brillants. « Dans quelques jours. »« Oh, Tom Cullen, il peut pas attendre quelques jours quand c'est une surprise. Oh putain, non !»« Tom Cullen va devoir attendre quand même. Je vais rentrer dans 1 heure. Sois prêt. »« Oh, bon, d'accord. » Il fallut plutôt 1 heure et demie avant que Stu ne trouve exactement ce qu'il cherchait. Tom ne cessa de tourner autour de lui pendant les 2 ou 3 heures qui suivirent, impatient de savoir ce qu'était cette surprise. Stu ne lui dit rien, et quand ils allèrent se coucher, Tom avait déjà tout oublié. « Je parie que t'aimerais mieux qu'on soit resté à Grand Junction, hein ?» demanda Stu, tandis qu'ils étaient couchés tous les deux dans le noir. « Oh putain non !» répondit Tom d'une voix ensommeillée. « Je veux revenir vite dans ma petite maison. J'espère simplement qu'on va pas encore sortir de la route et remonter dans la neige. Tom Cullen a failli s'étrangler. »« Eh bien, il faudra simplement aller moins vite et faire plus attention, » répondit Stu, sans lui mentionner ce qui leur arriverait probablement s'ils sortaient encore de la route, et s'il n'y avait pas d'abri à proximité. « Et quand est-ce que tu crois qu'on va arriver là-bas, Stu ? » Il faut encore compter un bon petit bout de temps, mon bonhomme, mais ça vient, et je crois qu'on ferait mieux de dormir maintenant, tu ne crois pas ? Oh si, je crois. Stu éteignit la lumière. Il rêva que Franny et son enfant loup étaient morts pendant l'accouchement. Il entendit la voix très lointaine de George Richardson. « C'est la grippe. Plus de bébés à cause de la grippe. La grossesse, c'est la mort à cause de la grippe. Une poule dans chaque peau, un loup dans chaque ventre à cause de la grippe. Nous sommes finis, l'humanité est finie à cause de la grippe. » Et quelque part, plus près, de plus en plus près, monta le rire de l'homme noir comme un hurlement. La veille de Noël, ils commencèrent une série de longues étapes qui allaient durer presque jusqu'au Nouvel An. Le froid avait fait geler la neige en surface, dure comme une croûte. Le vent soulevait des tourbillons de cristaux de glace qui s'entassaient en dunes poudreuses que la motoneige franchissait facilement. La lumière était si vive que Stu et Tom ne pouvaient enlever leurs lunettes de soleil. Ce soir-là, ils campèrent sur la neige, à 40 kilomètres à l'est d'Avon, pas très loin de Silverthorne. Ils étaient maintenant dans la gorge du col Loveland, un peu au-dessus et à l'ouest du tunnel Eisenhower. Et tandis qu'ils attendaient que leur dîner chauffe, Stu découvrit une chose étonnante. Alors qu'il cassait machinalement la croûte de glace avec une hache et qu'il creusait avec la main la neige poudreuse qui se trouvait dessous, il avait découvert du métal bleu à seulement un coude de profondeur de l'endroit où ils étaient assis. Il faillit appeler Tom pour lui montrer sa découverte, mais se ravisa. L'idée qu'il se trouvait assis à moins de 50 centimètres d'un embouteillage, à moins de 50 centimètres de Dieu savait combien de cadavres, n'était pas très rassurante. Lorsque Tom se réveilla, le matin du 25, à 7h moins le quart, Stu était déjà debout, en train de préparer le petit déjeuner. C'était un peu étrange, car Tom se levait toujours avant Stu. Une marmite de soupe aux légumes Campbell mijotait au-dessus du feu. Kojak observait la scène avec un enthousiasme non dissimulé. « Bonjour, Stu !» dit Tom, en remontant la fermeture éclair de son anorak, avant de sortir de son sac de couchage et de l'abri de plastique. Il avait terriblement envie de faire pipi. « Bonjour, Tom !» répondit Stu d'un air détaché. « Et joyeux Noël !»« Noël ?» Tom le regarda et oublia complètement qu'il avait furieusement envie de faire pipi. « Noël ?» répéta-t-il. « Oui, Noël !» répondit Stu, en montrant quelque chose avec le pouce sur la gauche de Tom. Planté dans la neige dure se dressait un petit sapin de 50 centimètres, plus exactement la tête d'un grand sapin. Stu l'avait décoré avec des glaçons trouvés dans l'arrière-boutique d'un bazar. « Un arbre de Noël !» murmura Tom, stupéfait. « Et des cadeaux ! Ce sont des cadeaux, Stu !» Il y avait 3 paquets sous l'arbre, tous emballés dans du papier bleu clair décoré de cloches de Pâques en argent.
Il n'y avait pas de papier de Noël au bazar, même pas dans l'arrière-boutique. Oui, ce sont des cadeaux, et pour toi, de la part du Père Noël, j'ai l'impression. Tom lui lança un regard indigné. Tom Cullen sait qu'il n'y a pas de Père Noël. Oh putain non, c'est toi qui me fais les cadeaux. Et tout à coup, il eut l'air triste. Je t'ai même pas rien donné, j'ai oublié. Je savais pas que c'était Noël. Je suis stupide, vraiment stupide. Il serra le poing et se donna un bon coup en plein front. Tom était au bord des larmes. Stu s'accroupit à côté de lui. Mais Tom, tu m'as déjà donné mon cadeau de Noël. Oh non, je t'ai pas fait de cadeau, j'ai oublié. Tom Cullen est un idiot, un grand con. Mais si, dit Stu, et le plus beau de tous les cadeaux. Je suis toujours vivant, et c'est grâce à toi. Tom le regardait sans comprendre. Si tu n'étais pas arrivé, je serais mort dans ce ravin, à l'ouest de Green River. Et si tu n'avais pas été là, Tom, je serais mort de la pneumonie, ou de la grippe, ou de ce que j'ai attrapé là-bas. Je ne sais pas comment t'as trouvé ces médicaments, si c'était Nick, si c'était Dieu, ou seulement le hasard. Mais tu les as trouvés, en tout cas. Tu ne dois plus jamais dire que t'es un grand con, c'est pas vrai. C'est grâce à toi que je vois ce Noël. C'est pas du tout pareil, répondit Tom, mais il rayonnait de bonheur. Ah si, c'est la même chose, dis-tu. Allez, ouvre tes cadeaux, regarde ce qu'il t'a apporté. J'ai entendu son traîneau cette nuit, j'en suis sûr. J'ai l'impression que la grippe n'est pas arrivée jusqu'au pôle Nord. Ah bon, tu l'as entendu? Tom regardait attentivement Stu pour voir s'il le faisait marcher. En tout cas, j'ai entendu quelque chose, dit Stu. Tom prit le premier paquet et défit soigneusement l'emballage. C'était un petit flipper en plastique, un nouveau gadget que tous les mioches avaient réclamé à grands cris le Noël précédent, avec ses piles garanties 2 ans. Les yeux de Tom s'allumèrent. « Essaye-le, proposa Stu. « Ah non, je vais regarder mes autres cadeaux avant. » Un sweatshirt, avec sur le devant un skieur hors d'haleine se reposant sur des skis tordus, appuyés sur ses 2 bâtons. « Le dessin dit « J'ai fait le col Loveland », expliqua Stu. « Nous, pas encore, mais ça ne va pas tarder. » Tom ôta aussitôt son anorak pour enfiler le sweatshirt. « Oh, il est beau, très beau !» Le dernier paquet, le plus petit, contenait un simple médaillon d'argent monté au bout d'une chaînette. Pour Tom, le motif du médaillon ressemblait à un 8 couché sur le côté. Il le regarda très étonné. « Qu'est-ce que c'est, Stu ?»« C'est un symbole grec. Je me souviens de l'avoir vu il y a très longtemps, dans une émission à la télévision. Ça veut dire l'infini, Tom. Ou toujours, si tu préfères. » Il se pencha vers Tom et lui prit la main dans laquelle il tenait son médaillon. « Nous allons peut-être arriver à Boulder, Tom, et je crois qu'il était écrit que nous arriverions là-bas. J'aimerais que tu portes cette médaille, si tu veux bien, et si tu as jamais besoin d'un service, si tu ne sais pas à qui demander, regarde la médaille et souviens-toi de Stuart Redman. Tu es d'accord ?»« L'infini, dit Tom en retournant le médaillon. Pour toujours. » Puis il se passa la chaîne autour du cou. « Oh, je vais m'en souvenir. Tom Cullen va se souvenir de ça. »« Oh merde, j'ai failli oublier, s'exclama Stu en rentrant dans l'abri, d'où il ressortit avec un autre paquet. « Joyeux Noël, Kojak. Mais je crois que je vais l'ouvrir pour toi, si tu veux bien. » Stu défit l'emballage et sortit une boîte de friandises canines tout gourmet. Il en répandit une poignée sur la neige, et Kojak avala le tout sans se faire prier. Il revint aussitôt vers Stu en agitant la queue, rempli d'espoir. « Oh, plus tard, dit Stu, en glissant la boîte dans sa poche. Les bonnes manières en toute chose, n'oublie jamais, comme disait ce vieux... le prof. » Et il sentit que sa gorge se nouait et que des larmes lui piquaient les yeux. Tout à coup, Glenn lui manquait, Larry lui manquait, Ralph lui manquait, avec son éternel chapeau. Tout à coup, ils lui manquaient tous, ceux qui n'étaient plus là, ils lui manquaient terriblement. Mère Abigail avait dit qu'il pataugerait dans le sang avant que tout soit fini. Elle avait eu raison. Dans son cœur, Stu Redman la maudissait et la bénissait en même temps. « Stu, ça va ?»« Oui, Tom, ça va. » Et il serra très fort Tom dans ses bras. « Joyeux Noël, mon vieux Tom. »« Est-ce que je peux chanter une chanson avant de partir ?» demanda Tom d'une voix hésitante. « Oh, bien sûr, si t'as envie. » Stu s'attendait à entendre Petit Papa Noël chanter avec la voix fausse et sans timbre d'un petit enfant. Mais ce fut un fragment de « Il est né le divin enfant » qu'il entendit, chanté par une belle voix de ténor. La voix de Tom planait au-dessus des champs de neige, revenait doucement, renvoyée par l'écho. «
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Stu se joignit à Tom pour le refrain. Sa voix n'était pas aussi belle que celle de Tom, mais elle s'harmonisait suffisamment bien à elle pour qu'ils en soient tous les deux fort contents. Et le vieux chant déroulait ses cadences dans les profondes cathédrales silencieuses de ce matin de Noël. Jouez au bois, résonnez musette, il est né le divin enfant. Je me souviens plus des couplets, dit Tom avec un air coupable. C'est pas grave, c'était très joli comme ça. Les larmes montèrent de nouveau à ses yeux. Il n'en fallait plus beaucoup pour qu'il se mette à pleurer, et Tom allait avoir de la peine. Bon, il faut s'en aller, Tom. Le temps passe. Bon, d'accord, répondit Tom, tandis que Stu commençait à démonter l'abri de plastique. C'est mon meilleur Noël de tout le temps. J'en suis bien content, Tommy. Peu après, ils reprenaient leur route en direction de l'est, vers les hauteurs, sous le brillant soleil glacé de ce jour de Noël. À la tombée de la nuit, ils campèrent près du sommet du col Loveland, 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ils dormirent tous les trois, serrés les uns contre les autres, car la température tomba à -25. Le vent soufflait sans cesse, froid comme la lame fraîchement repassée d'un couteau de cuisine. Et parmi les ombres des rochers, alors que le semis des étoiles d'hiver semblait presque assez proche pour qu'on puisse le toucher, les loups hurlaient. Le monde semblait être une gigantesque crypte au-dessous d'eux, à l'est comme à l'ouest. Tôt le lendemain matin, avant l'aube, Kojak les réveilla par ses aboiements. Stu rampa hors de l'abri, son fusil à la main. Pour la première fois, les loups se montraient. Ils étaient descendus de leur tanière pour s'asseoir en rond autour du camp silencieux maintenant, les yeux braqués vers eux. Des yeux où passaient des lueurs d'un vert profond, et tous semblaient sourire d'un sourire sans pitié. Stu tira 6 fois au hasard, et les loups se dispersèrent. L'un d'eux fit un bond en l'air et retomba en tas. Kojak s'approcha entre-temps, renifla, puis leva la patte et urina sur le cadavre. « Les loups sont encore à lui, dit Tom, et ils le seront toujours. » Tom avait l'air encore à moitié endormi. Ses yeux étaient étranges, très lents, comme perdus dans un rêve. Et Stu comprit tout à coup ce que c'était. Tom était retombé dans cet étonnant état d'hypnose. « Tom, est-ce qu'il est mort? Tu le sais ?» demanda Stu. « Il ne meurt jamais. Il est dans les loups, dans les corbeaux, dans le serpent à sonnette, dans l'ombre du hibou à minuit, dans le scorpion en plein midi. Il se perche la tête en bas comme les chauves-souris. Il est aveugle comme elle. »« Est-ce qu'il va revenir ?» demanda Stu d'une voix anxieuse. Il avait froid partout, mais Tom ne répondit pas. « Tom ? Tom est en train de dormir. Il est allé voir l'éléphant. »« Et Tom, est-ce que tu peux voir Boulder ?» L'aube dessinait une amère ligne blanche derrière les montagnes stériles. « Oui, ils attendent. Ils attendent un mot. Ils attendent le printemps. Tout est calme à Boulder. »« Et est-ce que tu vois Franny ?» Le visage de Tom s'éclaira. « Oh oui, Franny, elle est grosse. Elle va avoir un bébé, je crois. Elle habite chez Lucie. Et Lucie va avoir un bébé aussi. Mais Franny va avoir son bébé d'abord, sauf que... » Et le visage de Tom s'assombrit. « Tom, sauf que quoi ?»« Le bébé. »« Eh bien quoi? Quoi, le bébé ?» Et Tom regardait autour de lui, incertain. « On est en train de tuer des loups, non? Je me suis endormi, je crois, Stu. »« Oui, un peu, Tom, » répondit Stu en se forçant à sourire. « J'ai rêvé d'un éléphant. C'est rigolo, non? »« Oui, » dit Stu. Mais le bébé et Fran... Il commença à se dire qu'il n'arriverait pas à temps, que cette chose que Tom avait vue se produirait avant qu'il soit là. Le beau temps prit fin 3 jours avant le Nouvel An, et ils durent s'arrêter à Kittredge. Ils étaient suffisamment près de Boulder pour que ce retard fût une grosse déception, même pour Kojak, qui parut inquiet et nerveux. « Est-ce qu'on pourra repartir bientôt ?» demanda Tom. « Je ne sais pas, » répondit Stu. « J'espère. Si nous avions encore 2 jours de beau temps, nous serions sans doute arrivés. Quelle saleté !»« Enfin, dit-il en haussant les épaules, ça ne va peut-être pas durer. » Mais ce fut la pire tempête de l'hiver. Il neigea pendant 5 jours d'affilée, et les congères s'élevaient à plus de 4 mètres par endroits.
Lorsqu'ils sortirent, le 2 janvier, pour regarder un soleil aussi plat et chétif qu'une pièce de cuivre ternie, ils ne virent plus rien autour d'eux. Le centre de la petite ville était pratiquement enterré. Le vent avait sculpté d'étranges formes sinueuses dans les montagnes de neige qu'il avait poussées devant lui, formes que l'on aurait pu croire venues d'une autre planète. Ils repartirent, plus lentement que jamais, car il était devenu extrêmement difficile de savoir où se trouvait la route. La motoneige s'enfonçait fréquemment, et il fallait alors la dégager à la pelle. Le 2e jour de l'année 1991, le grondement des avalanches recommença. Le 4 janvier, ils arrivèrent à l'endroit où la Nationale 6 bifurque en direction de Golden, et à leur insu, il n'y eut ni rêve ni prémonition, ce fut le jour où Franny Goldsmith entra dans les douleurs. « Bon, dit Stu, alors qu'ils s'étaient arrêtés à la bifurcation, « nous n'aurons plus de difficulté à trouver la route. Ils l'ont percée à la dynamite dans le rocher, mais on a eu drôlement de la chance de trouver la sortie. » Rester sur la route fut effectivement relativement facile, mais traverser les tunnels beaucoup moins. Pour trouver les entrées, ils durent parfois creuser dans la poudreuse, ou pire, à travers la neige tassée d'anciennes avalanches. Et une fois dans le tunnel, la motoneige avançait dans un bruit d'enfer sur l'asphalte sec. Ces tunnels faisaient peur. Larry ou la poubelle auraient pu le leur dire. Il y faisait noir comme dans un four, à l'exception du pinceau de lumière projeté par le phare de la motoneige, car les 2 extrémités étaient obstruées par la neige. À l'intérieur, on avait l'impression de se trouver enfermé dans un réfrigérateur. Leur progression était affreusement lente, et sortir d'un tunnel était chaque fois une prouesse technique. Stu avait très peur qu'ils finissent par tomber sur un tunnel absolument impraticable, encombré de voitures qu'ils n'arriveraient jamais à déplacer. Il leur faudrait alors faire demi-tour et revenir jusqu'à l'autoroute. Ils perdraient au moins 1 semaine. Quant à abandonner la motoneige, ce serait une manière plutôt désagréable de se suicider. Mais Boulder était si proche, et pourtant si lointaine. Le 7 janvier, à peu près 2 heures après être sorti à l'appel d'un autre tunnel, Tom se mit debout à l'arrière de la motoneige. « Qu'est-ce que c'est, Stu ?» Stu était fatigué et de mauvaise humeur. Il ne rêvait plus, mais étrangement, l'absence de ses rêves était peut-être encore plus effrayante. « Ne te mets pas debout en marche, Tom, je te l'ai dit 100 fois. Tu vas tomber la tête la première dans la neige, et... »« Oui, mais qu'est-ce que c'est ? On dirait un pont. Est-ce qu'on arrive à une rivière, Stu ?» Stu regarda, coupa les gaz et s'arrêta. « Hein, qu'est-ce que c'est ?» demandait encore Tom. « Le viaduc, murmura Stu. Je n'arrive pas à y croire. »« Viaduc ?» fit Tom. Stu se retourna et prit Tom par les épaules. « Oui, ça, c'est un viaduc, Tom. En haut, c'est la 119, la route de Boulder. Nous ne sommes plus qu'à 30 kilomètres, peut-être moins. » Et Tom comprit. Sa bouche s'ouvrit toute grande, et son visage prit une expression si comique que Stu éclata de rire et lui donna une grande tape dans le dos. Même cette douleur sourde dans sa jambe ne pouvait plus le déranger à présent. « Alors on est vraiment arrivé, Stu ?»« Oui, répondit Stu. Et ils se prirent par les mains, se mirent à danser comme des ours, tombant, se roulant dans la neige. Kojak les regardait, un peu surpris, mais il ne tarda pas à bondir avec eux, en aboyant et en remuant frénétiquement la queue. Ils s'arrêtèrent à Golden pour la nuit, et tôt le lendemain matin, ils repartaient pour Boulder. Ni l'un ni l'autre n'avait très bien dormi. Stu n'avait jamais été aussi impatient de toute sa vie, et pourtant cette sourde inquiétude à propos de Franny et du bébé ne cessait de le ronger. Vers 1 heure, la motoneige commença à hoqueter. Stu arrêta le moteur et défit le jerrycan qui était attaché sur le côté de la petite niche de Kojak. « Nom de Dieu !» dit-il en le soulevant. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Tom. « Oh, c'est ma faute, » dit Stu. « C'est ma faute. Je savais que ce foutu jerrycan était vide, et j'ai oublié de le remplir. J'étais trop pressé. Oh, j'ai l'air faim. »« Et quoi, on est en panne d'essence ?» Stu lança le jerrycan au loin. « Ah oui, tu peux le dire. Comment est-ce que je peux être aussi stupide ?»« Ben, c'est parce que tu pensais beaucoup à Franny. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»« Ben, on va marcher, » dit Stu. « Emporte ton sac de couchage. On divise les conserves en 2 et on les met dans les sacs de couchage. On laisse l'abri. Je suis désolé, Tom. C'est entièrement de ma faute. »« Oh, ça fait rien, Stu. Mais qu'est-ce que tu disais pour l'abri ? » « On le laisse là, mon vieux. »
Ils n'arrivèrent pas à Boulder ce jour-là. Ils durent s'arrêter à la tombée de la nuit, épuisés d'avoir pataugé dans cette neige poudreuse qui semblait si légère, mais qui les avait considérablement ralentis. Pas de feu cette nuit-là, pas de bois à portée de la main, et ils étaient tous les trois trop fatigués pour aller en chercher. De hautes collines de neige, aux formes douces, les entouraient, et même quand la nuit fut tombée, ils ne virent aucune lueur au nord. Nouvelle déception pour Stu. Ils mangèrent froid, et Tom disparut dans son sac de couchage où il s'endormit aussitôt, sans même dire bonne nuit. Stu était fatigué, et sa jambe lui faisait atrocement mal. « J'ai de la chance si elle n'est pas foutue pour de bon, » se dit-il. Mais ils allaient arriver à Boulder demain soir, dormir dans de vrais lits, promis jurés. Une idée infiniment désagréable lui passa par la tête au moment où il se glissait dans son sac de couchage. Ils allaient arriver à Boulder, et la ville serait vide, aussi vide que Grand Junction, que Avon ou que Kittredge. Des maisons vides, des magasins vides, des immeubles dont les toits se seraient effondrés sous le poids de la neige. Des rues remplies de congères, aucun bruit, sauf le goutte à goutte de la neige qui y fond quand le soleil décide de se montrer. Il avait lu à la bibliothèque qu'il n'était pas rare à Boulder que la température remonte à 20 degrés en plein cœur de l'hiver. Mais tout le monde serait parti, comme les personnes d'un rêve lorsque vous vous réveillez, parce qu'il ne restait plus personne au monde, sauf Stu Redman et Tom Cullen. C'était une idée idiote, mais il ne parvenait pas à s'en débarrasser. Il sortit de son sac de couchage et regarda à nouveau vers le nord, espérant voir à l'horizon cette faible lueur qui indique que des gens n'habitent pas très loin. Il devrait sûrement voir quelque chose. Il essaya de se rappeler combien d'habitants devaient vivre dans la zone libre, selon les prévisions de Glenn, et maintenant que les routes étaient fermées à cause de la neige. Mais il ne s'en souvenait plus. 8000 peut-être, était-ce ça? 8000, ce n'était pas tellement, finalement. Il ne devait pas faire beaucoup de lumière, même si l'électricité était complètement rétablie. Peut-être que tu devrais dormir et un peu oublier toutes ces bêtises, pensa-t-il. Tu verras bien demain. Il se coucha, et après qu'il se fut retourné dans tous les sens pendant plusieurs minutes, la fatigue eut enfin raison de lui. Il s'endormit. Et il rêva qu'il était à Boulder, en plein été, que toutes les pelouses étaient jaunies à cause de la chaleur et de la sécheresse. Le seul bruit était celui d'une porte qui battait, poussée par le vent. Ils étaient tous partis, même Tom n'était plus là. « Franny » appela-t-il, mais la seule réponse fut celle du vent et de cette porte qui claquait lentement. À 2 heures de l'après-midi, le lendemain, ils n'avaient encore fait que quelques kilomètres. Stu et Tom devaient se relayer pour rouvrir la piste. Stu commençait à croire qu'il n'arriverait pas avant le lendemain. C'était lui qui les ralentissait. Sa jambe commençait à coincer. « Bientôt je vais me traîner à 4 pattes, pensa-t-il. Depuis quelque temps, Tom ouvrait la piste pratiquement tout seul. Lorsqu'ils s'arrêtèrent pour déjeuner, Stu se dit qu'il n'avait même pas eu l'occasion de voir Fran quand elle était réellement grosse. Peut-être que je vais la voir cette fois-ci, mais il n'en était pas convaincu. Il était de plus en plus certain que tout s'était passé sans lui, pour le meilleur ou pour le pire. Et maintenant, 1 heure après leur déjeuner, il était tellement perdu dans ses pensées qu'il faillit bousculer Tom qui s'était arrêté. « Qu'est-ce qui se passe, Tom » demanda-t-il en se frottant la jambe. « La route » dit Tom, et Stu s'empressa de tourner la tête pour regarder. « Eh ben ça alors » fit-il après un long silence. Ils étaient debout au sommet d'une congère de près de 3 mètres de haut. La neige glacée descendait en pente raide jusqu'à l'asphalte de la route en bas. À droite, un panneau disait simplement « Boulder, 5 kilomètres ». Stu éclata de rire. Il s'assit sur la neige et leva la tête au ciel, hurlant de rire, sans se soucier de Tom qui le regardait d'un air interrogateur. « Ils ont dégagé les routes » finit-il par dire. « Tu vois, Tom, on est arrivé. On est arrivé, Kojak. Viens ici !» Stu répandit ce qui restait des friandises tout gourmet sur la neige, et Kojak les avala, tandis que Stu fumait une cigarette, et que Tom regardait cette route qui venait d'apparaître comme un mirage après des kilomètres et des kilomètres de neige vierge. « On est revenu à Boulder » murmurait lentement Tom. « On y est 5 kilomètres, ça veut dire Boulder, putain oui !» Stu lui donna une grande tape sur l'épaule et jeta sa cigarette. « Allez, Tommy, on rentre à la maison. »